Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à cette nouvelle conférence organisée par les Shifters du Grand Genève. Ce soir, nous avons l'insigne privilège d'accueillir Sébastien Casteltor. Il est vice-recteur en charge de la durabilité, de la recherche. Il est aussi professeur en sédimentation et processus de surface, si je ne me trompe pas, à l'Université de Genève. Donc, sans attendre, on va l'écouter dans sa conférence sur les crues éclairs lors du maximum thermique du Paléocène et Éocène, il y a quelque chose comme 56 millions d'années. Voilà. Alors Sébastien, je laisse le micro. Bonne conférence. Merci beaucoup. Enchanté, merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, Sébastien Casteltor, je suis actuellement vice-recteur de l'Université de Genève en charge de la recherche, de la durabilité, de l'innovation. Mais ce soir, c'est comme professeur que je parle. Je suis professeur à Genève en géologie depuis 2011. J'ai étudié à Montpellier, je suis de Montpellier. Et j'ai de la famille espagnole, c'est pour ça mon nom, Casteltor, c'est d'une zone des Pyrénées où je suis allé pas mal travailler d'ailleurs. Donc c'est un des endroits où on travaille beaucoup. Alors ce soir, je voulais vous parler en fait de ces crues du Paléocène et Éocène maximum thermique. Et puis j'ai préparé quelques diapositives. Je pense que vous n'hésitez pas à interrompre dès qu'il y a quelque chose, ou je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui est pas clair. J'avais prévu, mais j'ai complètement oublié. Généralement, j'ai aussi une sorte de tableau A3 sur lequel je peux gribouiller. Mais donc là, aujourd'hui, on n'aura pas ça, mais globalement, ça devrait fonctionner. Cette première diapositive d'introduction, c'est juste pour parler des sciences de la Terre en général, et avec cette notion de facts from the past. C'est-à-dire que nous, les géologues, on peut... c'est un peu comme l'introduction qu'avait fait tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de préconisation sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais la géologie nous raconte une histoire de ce qui s'est passé. Un petit peu comme en histoire, l'histoire qu'on enseigne dans les collèges, dans les lycées, on raconte ce qui s'est passé. Ensuite, la société, en connaissance de cause, doit décider ce qu'elle fait avec ce qu'on a comme information. Alors la géologie, elle amène des facts du passé. Ici, on nous voit avec un groupe de géologues, d'étudiants, justement dans les Pyrénées espagnoles. Ce qu'on fait, c'est essentiellement ça. On va beaucoup sur le terrain et on travaille avec les étudiants, on leur montre les observations et comment les interpréter en termes de, par exemple, changement climatique, mais on regarde beaucoup d'autres aspects, le fonctionnement de la Terre globalement. Et puis ça, c'est un petit diagramme qu'on avait fait à l'époque pour la section des sciences de la Terre et de l'environnement à l'Université de Genève, où les sciences de la Terre sont regroupées avec l'environnement. Et c'est un petit peu trois grands pôles de travail. Donc on a les risques naturels et anthropiques, puisqu'il y a des risques naturels qui ne sont pas anthropiques. Un séisme, par exemple, il n'est pas dû à l'homme. Mais il y a aussi des risques anthropiques, vraiment dus à l'activité humaine. Et parfois, certains risques naturels sont accélérés ou mitigés par l'activité humaine. On a là où vous voyez les dinosaures qui regardent un peu passivement une météorite en train de passer. Ça, c'est les changements globaux. C'est ce qui englobe, par exemple, la paléoclimatologie. Donc, on étudie l'histoire de la Terre à l'échelle globale. Sur toutes les durées, mais l'apparition de la vie, c'est par exemple un de nos thèmes de recherche, l'évolution, les séismes, etc. Et puis il y a aussi, vous voyez des éoliennes, un pôle assez intense de travail sur les ressources naturelles. Donc ça, et les géoénergies. Donc ça, évidemment, c'est un pôle extrêmement actif et sur lequel, à l'Université de Genève, on est aussi extrêmement présent. Ici, c'était juste une image de nouveau des Pyrénées espagnoles. Je vais vous y amener aussi tout à l'heure. Mais vous voyez, de nouveau, on travaille de cette manière, on observe beaucoup et on essaye de toutes ces observations, on essaye d'en tirer des informations sur l'histoire du passé. Ce que vous voyez tout derrière là-bas, ce que je suis en train de dessiner à ce moment-là, c'est pas le village qui est joli, mais c'est la falaise qui est au fond. Parce que la falaise qui est au fond, vous voyez qu'il y a des couches géologiques. Peut-être je montre, enfin vous voyez bien, il y a toute une série de couches géologiques. Et vous voyez que
il n'y a pas juste une falaise unique sans changement. Il y a des changements dans ces couches géologiques. Et ces changements, on essaie de comprendre à quoi ils correspondent. Donc il faut aller voir déjà sur place. Est-ce que c'est un changement de composition des roches? Est-ce que c'est un changement de taille de grain des roches? Qu'est-ce que ça représente exactement? Il faut qu'on date ça aussi pour savoir à quelle période on est en train de regarder. Mais ça, c'est un petit peu un livre ouvert sur ce qui s'est passé à cet endroit-là dans le passé. Et le travail des géologues à l'échelle globale, c'est de regrouper les informations et on peut comme ça comprendre l'évolution de la planète. Alors un exemple de ce travail, ici c'est aussi juste pour illustrer ce qu'on fait en recherche. Là j'étais avec des collègues de Lausanne et un collègue égyptien. Et peut-être vous voyez, il y a une sorte de trace ici sur cette petite colline. En fait, on fait ici, on est en Ouzbékistan, au sud de l'Ouzbékistan, pas très loin de la zone de Termez. Vous voyez, ça affleure. Quand je dis ça affleure, ça veut dire qu'on voit les cailloux. Il n'y a pas trop de végétation, donc c'est très sec, comme les Pyrénées espagnoles, comparé au versant français, ou les Alpes, où c'est très humide. On a beaucoup moins d'affleurement, en tout cas dans la zone où on est ici. Donc c'est très sec et on a un très bon accès aux roches. Et donc là, on fait un petit trou tous les mètres. Alors au début, ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde, mais on fait un trou tous les mètres. Alors on creuse et puis on échantillonne, on mesure, on prend les échantillons et ensuite on regarde au laboratoire. Ici, ce qu'on passait justement, c'est le sujet de la conférence. On passe ici, vous voyez qu'il y a une zone plus grise ici. Alors on ne voit pas très bien comment sont orientées les couches, mais vous pouvez deviner. Derrière, vous voyez les couches plus dures qui sont comme ça. Et en fait, ici, on est dans des couches molles. Et les couches sont aussi comme ça à l'intérieur, mais elles sont très difficiles à voir. Derrière, vous les voyez un petit peu, ici aussi, et puis là. Et cette couche ici qu'on essaie d'étudier en particulier, c'est justement cette limite entre le Paléocène et l'Éocène, il y a 56 millions d'années. Donc on va mesurer pour identifier qu'on est bien à cet endroit-là et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé à cet endroit-là du globe. Alors je dézoome un petit peu, mais pour vous dire que l'histoire de la planète, on peut dire qu'elle est faite de tendances, de rythmes et d'aberrations. Donc c'est un petit peu pour répondre à ce que Juan disait tout à l'heure. On parle souvent de ces rythmes, il a fait chaud, il a fait froid, donc il est normal qu'il fasse chaud. Il faut quand même regarder les choses telles qu'elles se sont réellement passées et surtout pourquoi il a fait chaud, il a fait froid. Mais ici, ce que vous voyez, c'est 65 millions d'années d'évolution de la planète. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez les millions d'années en arrière. 0, c'est l'actuel. Okay. 65 millions d'années, c'est le début de l'ère tertiaire. Donc juste pour rappel, il y a eu le Jurassique. Donc l'ère secondaire, c'était Trias, Jurassique, Crétacé. Ça commence à peu près à 200 millions d'années en arrière. Et ça se termine à 65 millions d'années avec l'extinction des dinosaures. Ensuite, on est rentré dans l'ère tertiaire. Et puis, juste ici, quelque part par là, on a parfois ce qu'on appelle le quaternaire, le très récent. Mais le tertiaire, c'est plusieurs épisodes, plusieurs étages. Pâle, le Paléocène, vous voyez, qui va jusqu'à 56 millions d'années. Éocène, une longue période qui va jusqu'à quelque part 33 millions d'années. L'Oligocène, le Miocène, le Pliocène et le Pléistocène. Je vous passe ces détails, mais c'est pour vous dire qu'on a cet enregistrement. Pourquoi on définit ces périodes? Alors c'est justement, c'est pas comme si les gens s'étaient mis autour d'une table et on dit ok, à 33,8 on va commencer l'Oligocène. Je vais juste essayer de passer là. Parce que... Voilà, on définit encore, hein, mais finalement, ce que j'ai mis au-dessus, ce qui est au-dessus, c'est la courbe du delta, du rapport isotopique de l'oxygène, le rapport 18-16. Donc c'est le rapport entre des isotopes lourds et des isotopes légers. L'oxygène a plusieurs isotopes, plusieurs formes atomiques, selon le nombre d'électrons. Le 18 est plus lourd que le 16. Et donc, dans les processus d'évaporation et de précipitation, l'oxygène se retrouve à différents endroits. Par exemple, quand il y a beaucoup d'évaporation, c'est essentiellement le 16 qui est plus léger qui va dans les nuages. Et donc ensuite, quand il est déplacé, quand les nuages sont déplacés depuis l'équateur, par exemple, vers les pôles, au fur et à mesure que la pluie tombe, c'est plutôt le 18 qui tombe. Et donc on a des nuages qui sont extrêmement enrichis en isotope 16 quand ils arrivent au pôle.
On peut très bien distinguer une eau qui tombe au pôle Nord d'une eau qui tombe au pôle, à l'équateur, dans les montagnes, etc. Et l'océan contient aussi cette trace. Parce que quand il y a beaucoup de glace au niveau des pôles, beaucoup d'oxygène 16 est piégé dans la glace. Et donc l'océan contient plus de l'oxygène 18. Donc ça, c'est des processus de fractionnation. On parle beaucoup de ça aussi pour le carbone. Vous connaissez le carbone 14, mais on a aussi le carbone 13 et le carbone 12. Et en fait, l'oxygène 18, c'est ce qu'on appelle un proxy en géologie. C'est un indicateur du passé. Donc on peut pas mesurer la température qu'il faisait à l'époque. On n'a pas de thermomètre direct. Le thermomètre, on mesure la température à l'heure actuelle dans un verre d'eau, dans un corps, sur la planète. On peut mesurer la température qu'il fait actuellement à un endroit. Mais pour mesurer la température qu'il faisait il y a 56 millions d'années, on ne peut pas. Par contre, on peut mesurer les isotopes du carbone ou de l'oxygène dans ces petites choses, par exemple, mais dans plein d'autres choses. Mais ça, c'est des petits foraminifères. C'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié à l'Université de Genève. Par exemple, Rossana Martini, une professeure de Genève, a travaillé énormément sur ces petites bêtes. Elles évoluent au cours du temps. Elles évoluent de manière très spécifique, qui fait qu'on peut très bien dire, un spécialiste peut regarder ça et vous dire, lui, il est de cette période, lui, il est de cette période, lui, il est de cette période, etc. Et on peut faire un micro-trou là-dessus, prélever un petit peu de calcite, parce que c'est fait en carbonate de calcium. Carbonate de calcium, c'est calcium plus carbone plus oxygène, CaCO3. Donc si on prend ces molécules de carbonate de calcium, qu'on les vaporise dans un spectromètre de masse, on fait une petite fumée de carbonate de calcium de cette petite bête qu'on a ramassée quelque part ici. Cette petite fumée, elle contient le calcium, le carbone, l'oxygène. On passe ça dans un accélérateur de particules et puis on leur fait prendre un virage. Et l'oxygène, le 18, il va tout droit et le 16, il tourne un peu plus. Et donc on peut séparer dans des collecteurs tous ces isotopes et mesurer les abondances de ces différents isotopes. Et c'est comme ça qu'on peut faire cette courbe ici, des variations isotopiques de l'oxygène au cours du temps. Et on voit qu'il y a cette courbe-là en vert. Et par exemple, pour répondre à ta question, Eric, tout à l'heure, ici, à la limite Éocène-Oligocène, on voit une très forte chute. Donc il y a tout un tas d'événements qui sont dans l'histoire de la Terre, qui ponctuent l'histoire de la Terre, qui correspondent à ces changements. Essentiellement, au début, ces changements, Trias, Jurassique, ère primaire, ère secondaire, ère tertiaire, initialement, ils ont été définis il y a longtemps. Ils sont précisés actuellement. On se bat beaucoup sur la limite exacte. Mais initialement, ils ont été précisés, ils ont été identifiés sur la base de l'évolution de la vie. L'apparition de la vie, ça c'est l'ère primaire. D'une vie un peu constituée. Là, par exemple, au Paléocène-Éocène, bon, la limite, la fin du Crétacé, c'est l'extinction des dinosaures. La limite Paléocène-Éocène, il y a un événement climatique ici dont on va parler, mais il y a essentiellement des extinctions de ces foraminifères. Il y a une migration des primates, par exemple, en Amérique. Il se passe plein de choses. Éocène-Oligocène, on sait qu'on a un très fort refroidissement, j'en parlerai tout à l'heure, il se passe quelque chose de très puissant, et on voit cette chute très prégnante dans l'enregistrement, et ça se traduit aussi dans l'évolution du biota, de la faune, de la flore, et ça on l'a partout ensuite ici. Et la courbe verte, là, même si ce n'est pas la température, ça ressemble quand même. Donc c'est un proxy de la température. C'est-à-dire, on imagine quand même que c'est l'évolution de la température. Oui, alors par contre, c'est une température globale. Alors il peut faire moins 40 aujourd'hui par exemple, il fait une certaine température en haut du Mont Blanc, une température au pôle, une température aux États-Unis, une température ici à Genève. Ici on a un proxy d'une température globale. Et ça c'est parce qu'on a pris des échantillons. Ça c'est parce qu'on a pris des échantillons partout. Le travail qu'il y a derrière cette courbe c'est une vraie révolution pour la géologie parce que c'est un vrai livre sur l'évolution de la température parce que ça agrège énormément de données. Je dirais les années 2000. Ouais, les années 2000. C'est James Zakos, Université de Californie. Et il a fait un travail il y a eu énormément de travaux depuis longtemps.
Et c'est toujours en cours, il y a toujours des précisions qui sont en cours. C'est quand même établi, quoi. Oui, c'est établi. Ça... Oui, bon alors ça c'est vraiment des données. La transition entre, ça c'est la donnée, la transition avec Polar Ocean Equivalent Temperature, c'est différent. J'ai une autre courbe ensuite que je peux vous montrer. Là il faut déjà un modèle pour une équivalence en température. Pour l'instant je ne parle pas trop de la vraie température, mais plutôt on peut voir très bien qu'on a eu des périodes chaudes et puis récemment on était dans des périodes plus froides. Mais vous voyez qu'il y a des tendances, c'est-à-dire que, alors je pourrais vous le montrer aussi à beaucoup plus grande échelle, hein, depuis le Trias, le Jurassique, le Crétacé, mais on a des tendances au réchauffement. Ici on a atteint un maximum thermique, qui est l'Éocène, le maximum thermique de l'Éocène. Là on est passé par le PETM, j'en parlerai ensuite, mais ici on a atteint un maximum de température. Si je ne me trompe pas, la température au maximum de l'Éocène, elle était à peu près 24, elle était de 24 degrés. Actuellement, où la température, on est autour de 15 degrés. Alors, on est peut-être déjà à 16. Mais la température globale actuelle, moyenne, on est autour de 14, entre 15 et 16. À l'époque, là, on était à 24. Donc là, crocodile au pôle Nord, pas de glace. Ouais, je vais vous en parler. Mais ensuite, on a une grande chute ici. Après, une forme de stabilité, avec des variations, hein, mais une forme de stabilité. Puis de nouveau, hein, la fin du Miocène, Pliocène, Pléistocène, une chute. Donc ça, c'est des grandes tendances. Ensuite, il y a quelque chose qu'on voit mal sur ce diagramme, malheureusement, mais on le verra très bien ici, et je pourrais vous montrer, faire un zoom là. On a des rythmes. Ça, c'est très connu. On a les fameux rythmes de Milankovitch. Les rythmes de Milankovitch, c'est des variations de la température globale dues à la configuration entre la planète, la Terre et le Soleil. Donc, selon comment la Terre est orientée sur son axe, selon comment elle tourne sur son axe, selon comment l'orbite autour du Soleil varie, et ça c'est des variations astronomiques qui sont dues à la sorte de résonance de cet ensemble de systèmes de planètes et d'astres qui tournent les uns autour des autres, la Lune, la Terre, le Soleil. Ça varie de façon très prédictible. Milankovitch, un mathématicien serbe, avait bien prédit tout ça. Et ça change l'insolation globale, donc la quantité d'énergie reçue par le Soleil, par la Terre. Et du coup, ça change la température globale. En fait, ces changements avant les cycles de Milankovitch, qu'on connaît très bien, fassent changer le climat de la Terre, enfin, là, c'est plutôt la migration des continents. Alors là, à grande échelle, il y a tout un tas de processus, mais on est sur des grandes échelles. Les cycles de Milankovitch, ils sont présents depuis toujours. Alors ils existent, on les voit dans les sédiments. D'ailleurs, vous avez qu'à aller dans les Alpes, n'importe où que vous alliez. Je vous conseille par exemple en particulier en Espagne, dans les Pyrénées, mais dans le Pays Basque. Et jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, vous avez des séries magnifiques, des séries sédimentaires où on voit des strates très très régulières. Et il y a des motifs d'organisation, des motifs d'empilement à l'intérieur qui sont vraiment la réflexion de ces cycles de Milankovitch. Mais dans les Alpes ici, partout où vous allez voir des strates. Souvent, ces petites strates à petite échelle, dans les calcaires du Jura, dans les calcaires helvétiques, vous allez voir partout ces strates. Et ça, c'est les cycles de Milankovitch. C'est ce sort de rythme de Milankovitch. Alors, cycle de Milankovitch, c'est 20, 40, 100, 1000. Donc 20 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans. Ça, c'est les cycles de Milankovitch. Et ensuite, ils se combinent en période de 200, 400, 1,2 million. Donc, on a tout un tas de combinaisons. C'est vraiment une symphonie avec chacun à son rythme. Et tout ça, ça joue ensemble. Ils peuvent se superposer ou s'annuler. Donc, c'est très complexe, mais c'est très, très bien prédit mathématiquement. C'est très connu. Et c'est tous les petits. Donc, vous voyez ici, on a des échelles. Là, c'est 10 millions d'années. Donc, les échelles de 100 000 ans, etc., on ne les voit pas bien. OK ? Mais c'est toutes les petites variations. Et vous voyez, les petites variations, d'ailleurs, elles étaient moins fortes ici que là. Ça, on peut en parler. Mais ici, on a un climat qui est très variable à l'échelle des 20, 40 ou 100 000 ans. Par rapport au continent, par exemple, les variations des continents. À 65 millions d'années, il y a l'Europe et tout, ça existe. Oui, à 65 millions d'années, il y a déjà beaucoup de choses, mais les Alpes n'existent pas encore telles qu'on les connaît actuellement. Les Pyrénées n'existent pas. Donc l'Afrique est quand même bien plus au sud qu'actuellement, et on attaque vraiment de faire les Alpes, on attaque de faire l'Himalaya aussi.
Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la collision entre l'Inde, l'Asie, l'Afrique et l'Eurasie. La Pangée, c'est avant, ouais. Ça c'est avant. C'est après, c'est plutôt l'ère primaire et la fin de l'ère primaire, le début de l'ère secondaire. Mais on pourra en parler des heures, hein, mais ici, on a donc des tendances, vous voyez, des grandes tendances sur plusieurs millions, dizaines de millions d'années. On a des rythmes et les aberrations, c'est par exemple ces choses-là. Un refroidissement global ici, à la limite Éocène-Oligocène, avec une forte chute du niveau marin. Et ça, c'est la mise en place des glaces au sud, au pôle sud. Donc, au pôle sud commence à se développer une calotte glaciaire. Ici, on a une aberration, qui est celle dont je vais parler essentiellement, qui est le Paléocène et Éocène thermal maximum, où là, on voit qu'on a tout d'un coup un réchauffement global très abrupt. Donc, quand le delta O18 va vers le haut, sur cette courbe en tout cas, attention parce que il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Hein. Si on regarde le delta O18 dans la glace, la calotte glaciaire, c'est différent. Ça peut être inversé. Mais ici, quand ça va vers le haut, c'est réchauffement et quand ça va vers le bas, c'est refroidissement. Donc il y a à la fois des grandes tendances, comme si la Terre savait où elle allait en termes de climat. Dans cette période-là, par exemple, dans cette période-là au réchauffement, malgré cette aberration-là, on pourrait se dire, mais là, la température est montée, pourquoi c'est pas resté haut? C'est redescendu et puis ça a continué à monter. Donc, comme une voiture, vous avez décidé d'aller en vacances quelque part, vous avez un accident sur la route, mais vous continuez ensuite. C'est la même chose, on a l'impression qu'il y a vraiment des tendances. Donc ça suggère qu'il y a un moteur de cette évolution climatique qui est à plus grande échelle de temps et d'espace que l'accident. Les rythmes, ça c'est spatial, c'est la configuration Terre, Lune, Soleil. Donc ça, et puis les accidents, c'est tout l'enjeu, c'est comprendre ces accidents, ces aberrations climatiques, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors je remonte un petit peu le même diagramme, mais avec peut-être un peu plus d'explication sur ce qu'on voit. Ici, ce qu'avaient fait j'arriverai pas à lire, mais ce qu'avait fait le groupe de scientifiques qui a fait ce diagramme, c'est monsieur Hansen, H-A-N-S-E-N, qui est celui qui avait présenté les premières grandes courbes climatiques comme ça au Congrès aux États-Unis, James Hansen. Donc un modélisateur du climat. Ici, il a traduit l'évolution des isotopes. Bonjour. Ici, il a traduit l'évolution des isotopes en équivalent CO2. Parce qu'on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre. Et que, donc, en ppm, quand on a plus de CO2 dans l'atmosphère, en parties par million dans l'atmosphère, la température augmente. On peut faire les modélisations exactes pour savoir de combien va augmenter la température pour une certaine augmentation de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ceci avec une sensibilité constante. Parce qu'on ne peut pas connaître, si vous voulez, si vous augmentez de 500 ppm la concentration de l'atmosphère en CO2, de combien va augmenter la température, ça dépend de la sensibilité de la planète à ce moment-là. On a la même chose pour le climat. 1 degré de climat en plus, 1 degré de température globale, il y a une certaine sensibilité qui fait que ça peut avoir un effet sur les précipitations, ou si la Terre est plus sensible parce qu'il fait déjà plus chaud, ça va avoir un effet beaucoup plus élevé, ou beaucoup moins. C'est ça la sensibilité. Donc là, dans ces calculs, on a du mal à connaître la sensibilité de la planète il y a 60 millions d'années, par exemple. On y travaille, mais c'est quand même pas des choses faciles à comprendre, parce que même déjà dans l'actuel, c'est difficile. Mais ce que vous voyez ici, c'est que là, il y a une interprétation qui lie ces grandes tendances à ce qui s'est passé au niveau de la tectonique des plaques, donc ce que vous anticipiez tout à l'heure. Ici, pendant la collision Inde-Asie, quand on a une collision entre deux plaques, une plaque passe sous l'autre, ça fait beaucoup de volcanisme. Donc là, le volcanisme est un émetteur de CO2. Au long terme,
On a beaucoup de volcanisme à cette période-là, mais la planète, elle est toujours en état de... Elle fait toujours une sorte de thermostat. Le CO2 qui part dans l'atmosphère, en général, aux échelles de temps géologiques, il est compensé par l'altération des continents. Donc la pluie qui tombe, la pluie se met en équilibre avec la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère. La pluie contient, vous savez le terme de pluie acide qu'on utilisait à l'époque, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la pluie est acide, parce que le CO2 se combine à l'eau, ça fait des pluies acides. Des pluies acides. La pluie est toujours acide, mais elle peut être plus ou moins. La pluie, quand elle passe sur des granites, par exemple, elle va altérer des minéraux qui contiennent du calcium, par exemple les feldspaths, les plagioclases. Donc elle passe dessus, elle les détruit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des granites altérés. Ça fait ce débit en boule. Ça fait un caillou qui normalement est très dur. Ça le rend tout mou. C'est comme ça qu'on fabrique du sable, des sédiments. Donc on détruit ces minéraux. Ça part dans l'eau avec le calcium et ça se recombine sous forme de calcaire. Le calcaire, CaCO3, comme je disais tout à l'heure, il piège du carbone. Ok ? Il piège du carbone, de l'oxygène et du calcium. Donc ça, c'est un phénomène d'autorégulation. Mais ici, visiblement, le dégazage dans l'atmosphère par les volcans surpassait la capacité de la Terre à se réguler elle-même. Par contre, ici, soit pour une cause qui est le dégazage, les volcans ont commencé à diminuer, parce qu'effectivement, on était vraiment dans une collision qui était quasiment terminée, enfin qui était vraiment bien avancée, où on avait moins de volcanisme. Donc là, on a peut-être eu moins de dégazage, ou dans ces climats très chauds, on a commencé à avoir une altération plus efficace et on a piégé plus de carbone. Donc c'est toujours un équilibre entre dégazage de CO2 dans l'atmosphère et la capacité de la planète à le piéger. Alors ça peut être aussi dans la matière organique, dans les plantes. Ça, c'est une capacité de piégeage du carbone, ou dans les calcaires. Et sur l'activité volcanique, le fait qu'il y ait beaucoup de fumée et de nuages, ça ne refroidit pas la planète? Alors ça peut, mais visiblement, dans ces époques-là, ça n'a pas suffi. Ouais, ça n'a pas suffi. On sait que ça a probablement joué un rôle lors de la... Enfin, c'est une hypothèse, lors de la... Alors, dans certains épisodes volcaniques intenses, à très court terme, ça a joué un rôle. Et puis sinon, il y avait cette notion d'hiver nucléaire, ce qu'une guerre atomique pourrait créer. Ce serait une sorte effectivement, avec des particules dans l'atmosphère, on pourrait avoir une forme d'hiver, comme il y a eu dans le passé, par exemple, au moment de l'extinction des dinosaures. On pense que une des causes, ça a été la projection dans l'atmosphère d'énormes quantités de particules. Quand elles sont trop haut dans l'atmosphère, nous on a des géologues qui étudient ça beaucoup, quand il y a des volcans qui expulsent des cendres très très haut dans la stratosphère, alors là elles y restent, elles ne redescendent pas tout de suite. Et quand elles y restent, ça perturbe absolument tout, et notamment le climat. Certains volcans ont pu faire ça. Mais voilà, c'était pour vous montrer cet équilibre entre des grandes phases tectoniques et puis l'altération qui piège du carbone. L'autre mécanisme de piégeage, c'est la matière organique. Quand, on parlait tout à l'heure de pétrole, hein. Quand en automne les feuilles tombent, qu'elles sont ensuite transportées par les rivières, qu'elles arrivent à la mer sous forme de tout petits déchets, une grande partie de celles-là, elles vont au fond des océans. Elles s'accumulent, elles sont enfouies par les sédiments, et c'est ça qui fait le pétrole. Mais donc, le CO2 qui a été incorporé dans une plante vivante à l'instant T, qui ensuite est transporté sous forme de petites feuilles brunes et qui finit comme mini-particules comme ça, les millions d'années de ce processus, le carbone qui est dans ce bout de feuille qui a résisté, qui n'a pas été oxydé, il part et il se transforme sous forme de pétrole. Si vous laissez la feuille ici pourrir, elle va se désagréger. Quand elle ne sera plus là, ou comme une pomme qui se désagrège, ça signifie que le CO2 est reparti dans l'atmosphère. Il a été oxydé, il est reparti dans l'atmosphère. Mais si la matière organique a pu atteindre un endroit où elle n'est pas oxydée, elle reste au fond de l'océan, et là, au final, ça fait du pétrole. Donc nous, ce qu'on fait quand on consomme du pétrole, c'est qu'on reprend ça et on le réinjecte dans l'atmosphère. Puis vous voyez juste ici, c'est intéressant, allez, ce diagramme, il est vieux. Hein. Là, vous avez à l'époque, on était à 350 ppm
de carbone, de CO2 dans l'atmosphère. Je crois qu'on est bien au-dessus, on doit être à 420 ou 450 actuellement. 425. Et vous voyez, 350 ppm dans l'atmosphère, c'est bien déjà au-dessus du monde que l'homme a connu dans cette période-là. Ici, ça c'est la barre des 400 ppm ou 500 ppm, je crois que c'est 500 ppm. Donc là, les derniers 30 millions d'années, globalement, on était dans ces valeurs-là. Et si on passe au-dessus de ça, alors là, on rentre dans le monde que la planète a connu, à l'Éocène ou Paléocène. Donc on rentre dans un monde complètement différent où il y avait effectivement des crocodiles au pôle Nord, etc. Juste pour finir, là il y avait BAU, c'est Business as Usual. Mais ici, ce qui était important, c'est de vous montrer l'emplacement, le lien ici entre le climat aussi et les glaces. Donc là, vous avez l'emplacement de la calotte antarctique, donc au pôle sud. Alors on voit, il y a un petit triangle pour dire qu'elle grandit ici, mais là, à ce moment-là, à 33,8 actuellement millions d'années, on considère que c'est le début de l'Oligocène. À ce moment-là, on a une vraie calotte glaciaire. Ensuite, elle diminue un peu, vous voyez qu'il fait un poil plus chaud ici, et puis ensuite elle revient complètement. Et les calottes glaciaires du pôle Nord, c'est uniquement les derniers 10 millions d'années globalement, avec une vraie calotte glaciaire ici lors des derniers 4-5 millions d'années. Et c'est là que vous voyez la température extrêmement baisser et aussi un climat devenir beaucoup plus variable parce que Milankovitch, les variations très rythmiques de la configuration Terre-Lune-Soleil vont faire varier les glaces et ça va jouer un rôle énorme sur le niveau marin, sur le climat. Je prends toujours l'exemple de la grotte Cosquer à Marseille. Donc là, si vous regardez, ils dessinaient des pingouins, les Marseillais à l'époque. Ils dessinaient des pingouins sur les murs. Donc le climat était quand même très différent du climat même des derniers 100 ans à Marseille. Ouais, la grotte Cosquer, c'est le dernier maximum glaciaire. Donc le niveau marin était beaucoup plus bas. Il y avait des phoques et des pingouins qui se baladaient. Les gens dessinaient ça. Et puis, depuis, on a eu un réchauffement. Pas le réchauffement lié à l'homme, mais un réchauffement qui est lié effectivement aux variations climatiques de type Milankovitch. Le niveau de la mer est remonté. Le lac de Genève, le lac Léman, pardon, c'est un lac parce qu'il y avait un énorme glacier ici qui recouvrait jusqu'au Salève. Alors le Salève pointait le bout de son nez, mais il y en avait un grand glacier ici. Puis il s'est retiré brutalement et le lac n'est pas encore comblé, mais à long terme, normalement, c'est un lac qui se comble avec des sédiments, mais en attendant, ça laisse un trou, un vide. François, vous aviez une question? Deux questions, si on a le temps. Oui. La première, c'est est-ce qu'on a des idées sur la fiabilité de l'indicateur? Parce que du coup, c'est basé sur les isotopes de l'oxygène. Oui. Vous avez dit que c'est un indicateur de la température, mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de la couverture nuageuse qui peut aussi influer sur la température. Oui. Peut-être pas, mais on pourrait imaginer, par exemple, que le niveau de couverture nuageuse, ça pourrait aussi influencer le comportement de l'oxygène. Est-ce qu'on a une idée dans quelle mesure c'est fiable? Est-ce qu'il y a des morceaux de composants? Est-ce qu'il y a des modèles peut-être plus complexes qui existent? Alors, on a tout un tas d'indicateurs qui convergent. C'est-à-dire que quand... mais ça arrive qu'il y ait des variations, mais qu'on essaye d'expliquer. Hein. Mais je dirais c'est un proxy. C'est pour ça que c'est un proxy. C'est un indicateur de la température. Mais de nouveau, c'est un indicateur d'une forme de température globale. Mais on voit très bien dans les espèces, dans la faune, dans la flore, on voit très bien quand il faisait chaud et quand il faisait froid. Oui, alors tout ça, ça y est, tout vraiment converge de ce côté-là. Ce qui est, mais je dirais que ça reste un proxy, c'est pas un thermomètre exact. L'autre question, c'est une question un peu gadget, mais du coup, est-ce qu'il y a un anthropocène? Alors la question de l'anthropocène, je suis pas assez au courant c'est vraiment un grand débat. Moi, ma seule perspective là-dessus, c'est je trouve intéressant le débat de savoir est-ce qu'on définit un anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique, parce qu'on voit que le globe est modifié dans une mesure qui est vraiment profonde, au même titre que des forces géologiques auraient pu modifier le globe. Et on l'appellerait anthropocène parce que l'homme
aurait été cette force qui est devenue une force géologique. Autant quelques Romains, et même déjà quelques Romains, ça faisait déjà des dégâts, mais autant quelques humains, ça faisait pas grand-chose. Autant là, actuellement, c'est vrai qu'on a énormément changé les choses. Après, il y a à définir le moment où ça commence. Et donc là, il y a plein de débats, mais qui sont extrêmement intéressants et qui sont très très géologiques, parce que justement, on regarde les isotopes du césium pour les bombes atomiques, on regarde l'arrivée de certains autres marqueurs. Je pense que c'est un débat intéressant parce qu'il montre à quel point quand même le monde, la planète a changé, a été modifié par l'homme. Est-ce qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le passé récent, les aires sont de plus en plus petites, parce que là, vous parlez en millions d'années. Oui. Et l'Holocène, c'est 10 000 ans. Alors oui. Par rapport à l'Holocène, aujourd'hui, on est dans une anthropocène. Toujours. Alors toujours, les aires géologiques sont de plus en plus grandes dans le passé, parce que c'est comme avec un télescope, vous y voyez de moins en moins bien. Et donc vous distinguez de moins en moins de choses quand c'est distant. En plus, l'enregistrement a été détruit. Parce qu'à chaque fois qu'on a des chaînes de montagne et le temps qui passe, on détruit l'enregistrement, on détruit le livre. Donc le livre du passé ancien, on le retrouve très très mal. C'est comme une très très vieille bibliothèque et on connaît moins bien l'histoire de Rome que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et que l'histoire du gouvernement Bayrou où on peut dire chaque seconde de ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une histoire de résolution dans le temps et c'est pour ça que effectivement les échelles géologiques, et même l'enregistrement, hein, l'enregistrement géologique est aussi meilleur ici, c'est-à-dire qu'on a plus... On a plus de résolution dans les périodes récentes parce qu'on a moins de sédiments qui ont été détruits par l'évolution géologique et nos méthodes de datation sont aussi plus précises dans les temps récents. Derrière, je pensais que les variations très grandes à la fin, c'était dû à notre précision, le fait qu'on était, non, alors, plus capable. Il y a la résolution, mais l'amplitude, par contre, elle est réelle. Ouais, l'amplitude elle est réelle parce que quand il y en a, sinon on les détecte quand même. Là par exemple, sur cette courbe, les variations d'amplitude, là on peut les détecter parce qu'on peut quand même échantillonner sur certaines périodes au centimètre. Et c'est ce que font les paléocéanographes. Par contre, les glaciers dans la vallée de la Rhône, énormes glaciers, avant le lac Léman, c'était il y a 20 000 ans. Oui, à peu près 15. Le dernier maximum glaciaire, c'est il y a à peu près... ça, c'est pas mon... Mais j'ai une slide. Il arrivait à Lyon, non? Ah oui, ça arrivait partout. Hein. Ça, c'est une courbe qui peut vous intéresser, qui est la courbe... c'est de nouveau du CO2, mais globalement, c'est les cycles... Donc ici, oui, alors, ouais, elle ne répond pas vraiment à la question, mais il y a 18 000 ans. Ça, c'est le dernier maximum glaciaire. Vous voyez ici, on voit ces cycles de Milankovitch, on voit ça c'est le 100 000 ans. Après, il y a eu des périodes où ça changeait, où c'était plus dominé par le 40 000 ans. Mais sinon, on voit bien le 100 000 ans, et par-dessus, on a du 40 000 ans. Par exemple, 4 cycles, pardon, je dis des bêtises, ça doit être le 20 000 ans. C'est le 5 cycles de 20 000 ans dans un cycle de 100 000 ans. Donc ça, c'est un petit peu ce rythme sur les derniers 800 000 ans. Mais là, j'en profite, je voulais arriver à ça tout à l'heure, mais là, on voit très bien qu'en termes de CO2, oui, la Terre s'est réchauffée jusqu'ici. Et ça, c'est la situation dans laquelle on est au début du 19e siècle, au 18e siècle. On était en réchauffement. Mais là, la courbe du CO2 sort complètement de tout ce qui s'est produit lors des derniers 800 000 ans. C'est-à-dire que le CO2 là augmente complètement. Donc quand vous avez des gens qui sur certains plateaux disent oui, la Terre a toujours été chaude, froide, c'est exactement ce qu'on vit depuis la nuit des temps. Parfois même certains citent les cycles de Milankovitch. Mais si on regarde là, alors ça ne veut toujours pas dire en soi que c'est l'homme, mais maintenant on a tout ce qui converge pour dire que ça c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Mais on voit bien que la courbe actuelle, les derniers 100 ans, sortent complètement de ce que la Terre a connu de façon naturelle par les cycles de Milankovitch depuis 800 000 ans en tout cas. Je pense quand même que la montée aujourd'hui de la température, elle est quand même prouvée que c'est anthropocène.
Anthropique. Pardon, parce que en fait, dans les cycles de Milankovitch, le carbone est drivé par la température, alors que là, c'est la température qui monte en raison de l'émission de carbone. Oui. C'est la preuve que c'est les émissions anthropiques qui ont monté là. Oui, il y avait eu tout, il y a bien ça. Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ça avait été très mal expliqué par Al Gore, qui avait sur son diagramme, il suffisait de zoomer, où on voyait très bien que la température, la courbe de la température était en avance sur la courbe du CO2. Et donc tous les climato-sceptiques avaient dit, mais Al Gore raconte n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, la température, les variations de température étaient dues à l'insolation du système, donc à la quantité d'énergie reçue par la planète. Et ça, si vous augmentez la température d'un coca, il va perdre son CO2 plus vite que si vous le refroidissez. Donc l'océan, quand il est chaud, il dégaze. Et quand il est froid, eh ben, il garde. Donc c'est pour ça que la température suivait, la température, l'idée était en avance sur le CO2. Avant, c'était comme ça. Et mais maintenant, on a vu que la température, le moteur de l'élévation de température, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et pas le contraire. En fait, ils se suivent. Voilà. C'est toujours un équilibre. De toute façon, les deux, il y a toujours cet équilibre. Alors, je reviens à cet épisode du Paléocène et Éocène. Donc, c'est vraiment cette aberration-là. Finalement, il y a eu une augmentation de 5 à 8 degrés de la température globale. On peut regarder ça vraiment en détail. Nous, dans mon groupe de recherche, j'ai plusieurs doctorants, postdoctorants qui ont travaillé là-dessus en détail et plein de gens ont travaillé énormément là-dessus. Mais globalement, on a eu une augmentation de la température entre 5 et 20 000 ans. Pendant 5 à 20 000 ans, il y a eu un dégazage intense de carbone dans l'atmosphère qui a fait qu'on avait une augmentation de la température. Donc, cette injection rapide calculée à plus de 3000 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, avec un pic de CO2 calculé, de nouveau c'est des modèles, on a du mal à mesurer en ppm. C'est comme la température, on ne peut pas mesurer la température du passé, mesurer la composition atmosphérique du passé, c'est très compliqué. On n'a pas de glace par exemple de cette époque. On peut le faire pour les derniers 800 000 ans, on a des bulles de gaz dans la glace. Mais 60 000 ans, d'abord il n'y avait pas de glace, pardon, parce qu'il y avait des crocodiles au pôle, il n'y avait pas de glace, mais on pourra trouver peut-être un proxy à un moment qui nous permette, enfin un vrai indicateur qui nous permette de mesurer la concentration en ppm de l'atmosphère à l'époque. Pour l'instant on ne l'a pas. Donc ça c'est calculé, on devait être à plus de 2000 ppm. Augmentation de la température globale de 5 à 8 degrés. Une température globale, comme je vous disais tout à l'heure, de l'ordre de 22-25 degrés, aujourd'hui de l'ordre de 15-16 degrés. On a une acidification globale des océans. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère et l'océan sont en équilibre, ils échangent en permanence à travers l'évaporation, la pluie. Et donc les océans deviennent... Il y a plus de carbone dans l'atmosphère, il y a plus de CO2 dans l'océan aussi. Un océan riche en CO2, c'est ces fameux océans qui sont actuellement en train... C'est ce qui est en train de se passer. On a ce phénomène de blanchiment des coraux. Donc certains organismes qui font en particulier leur squelette en carbonate de calcium, s'il y a beaucoup de CO2 dans l'eau, c'est une eau acide qui va détruire le carbonate de calcium. Donc ça, on a plein d'évidences. Justement, l'extinction des petits foraminifères benthiques, de ces petits foraminifères dont je vous parlais tout à l'heure, c'est dû certainement à cette acidification de l'océan à cette époque. Et puis on a un retour à la normale en 100 à 200 000 ans. Là, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le recovery. Donc le climat, il est revenu à la normale en 100 à 200 000 ans. Donc ce que vous voyez pas là, parce que j'ai pas pu préparer ça, mais donc on a un pic, vous voyez, il y a une petite flèche qui monte, une petite flèche qui descend, juste ici. Donc on voit pas très bien, mais c'est très asymétrique. C'est monté d'un coup, et puis ensuite c'est redescendu pendant 200 000 ans. C'est juste qu'à cette échelle, sur le diagramme, on peut pas le voir. C'est aussi intéressant d'avoir ça en tête. Donc extinction majeure, bouleversement morphologique rapide en réponse au réchauffement, on pense surtout lié à la nutrition, et une dispersion majeure des primates, ponts continentaux, végétalisés.
Et moi, la question qu'on s'est posée avec mon équipe, c'est OK, mais quel temps faisait-il en termes de précipitation? Qu'est-ce que ça a changé en termes de... Donc, on a la température, c'est un indicateur, mais quid de la pluie, quid du système. Juste aussi pour dire quelque chose, c'est que souvent des gens disent de nouveau, hein, oui, la Terre, ça a connu des climats chauds, froids, et la vie a bien continué. C'est vrai. Mais il faut bien voir qu'il y a eu des extinctions. Donc de la perspective de l'espèce extincte, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Mais simplement, elle n'est pas là pour en parler. Et donc je pense que souvent, c'est un petit peu un faux argument, à mon avis, de dire oui, la vie a continué. Parce que nous, c'est pas forcément... Bien sûr que la vie nous intéresse globale et la biodiversité nous intéresse, mais je pense qu'on voudrait que tout continue. Pardon. Ah oui, alors, d'ailleurs, oui, il y a déjà des mammifères avant 65 millions d'années. Les dinosaures sont éteints au début de la courbe. Voilà, les dinosaures sont éteints ici à 65, et ensuite on a les mammifères, effectivement, mais il reste des reptiles, il y a tout un tas il y a toute une diversité déjà extrême. Mais c'est vrai que les mammifères ont énormément évolué dans ces époques. Il y a eu énormément de ponts continentaux, donc... ça, c'est quand le climat change, le niveau des océans varie et on peut avoir des ponts de terre qui facilitent la dispersion des espèces. Ouais, je pense à l'Australie où ils ont développé les marsupiaux, par exemple, par rapport à... Voilà, ce genre de dynamique. Il y a d'autres phénomènes de dispersion, hein, mais notamment liés au climat extrême, les espèces qui se baladent sur les radeaux, ce qu'on appelle, donc tous les énormes morceaux de bois qui sont emportés lors des événements cataclysmiques, qui peuvent très bien prendre une espèce X à un endroit et qui va réussir à traverser un océan sans mourir et se redéployer dans un autre endroit. Mais ça, c'est moins ma spécialité, mais c'est clair qu'il y a eu énormément de variations des espèces, et puis ne serait-ce que l'homme aussi, au bout d'un moment, qui est arrivé dans un contexte climatique particulier. Et puis il y a des dynamiques interespèces. Et ça, la biogéodynamique, on en parle beaucoup en ce moment, essayer de comprendre comment les interactions entre, quelles sont les interactions entre la géodynamique globale, c'est-à-dire l'évolution des continents, des océans, du système Terre profond et la vie, s'est passé. Ici à Genève, on développe aussi un centre pour la vie dans l'univers. Là, c'est encore plus large, c'est essayer de regarder les exoplanètes, essayer d'avoir des indicateurs sur leur atmosphère pour voir un petit peu si on trouve des proxys de la vie. L'image vient à dire qu'il y a une migration vers l'ouest. Oui. Pourquoi, si c'est dans les mêmes parallèles, pourquoi on chercherait les... Je t'avoue que je ne sais pas, mais je pense que c'est les ponts végétaux qui ont pu faire passer de certains foyers. Les espèces ont pu passer ici dans les hautes latitudes. Quand il fait plus chaud, tu favorises les passages aux hautes latitudes. Parce qu'il y a plus de ponts, à cause du climat, hein, les ponts végétalisés pour certaines de ces espèces. Ça aurait pu passer ouest à est aussi? Oui, mais je pense que... Oui, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais effectivement, beaucoup de primates, l'idée est qu'il y a vraiment un foyer. À cet endroit-là. Mais ça, je connais pas bien. Ça doit être intéressant. Alors là, je voulais vous montrer. Là, vous voyez. Est-ce que ça marche? Ça bouge un petit peu. Alors ça, ça date de 2016. Je crois que c'est la première fois où on jouait avec un drone sur le terrain. Mais maintenant, quand je vois ce qu'il y a comme drone. Donc là, c'était vraiment une nouveauté. Et on se balade dans un endroit qui s'appelle Espluga-Freda, qui est dans les Pyrénées espagnoles. Vous voyez les couches. Donc là, on voit des couches rouges. Ça, c'est des couches du Paléocène, donc avant le grand changement climatique. Il y en a plein de ces couches. Alors nous, on les échantillonne. Vous allez voir les étudiants, ils sont ici. Et puis je crois que Charlotte est quelque part là-bas. Donc là, le drone passe juste pour montrer la série. Vous voyez que c'est essentiellement des argiles, donc c'est des sédiments très mous. Et puis, il y a de temps en temps,
certains, donc il y a des cailloux qui ne sont pas en place, et ça, c'est des anciens chenaux de rivière qui sont en place. Donc là, on est dans un environnement de plaine d'inondation, de rivière, qui s'est accumulé. Donc nous, on échantillonne ça, et on va monter jusqu'en haut là-haut, puisque on a cet environnement qui sont des rivières, qui se déplacent dans une plaine. La plaine de débordement, c'est des argiles, et le chenal, c'est du sable et des galets. Okay, donc ça fait ces zones très isolées ici, ça c'est un ancien chenal, ça c'est un ancien chenal, et on a la plaine d'inondation à côté. Alors on peut échantillonner là-dedans des tout petits nodules de carbonate qui sont liés aux racines de la végétation qui était en place. Si vous tirez une fois une racine dans un sol, vous verrez que parfois il y a des petites grappes autour, et ça c'est souvent des petits nodules de carbonate. Et eux, ils piègent la composition atmosphérique en oxygène et en carbone. Donc on peut regarder les isotopes ensuite du carbone dans ce paysage. Et puis à la fin, là vous voyez on monte, on voit aussi des variations de couleurs. Ces variations de couleurs, c'est des variations climatiques justement de type Milankovitch, mais dans une plaine d'inondation, pas dans l'océan. Et puis vers le haut, je pense que la caméra va regarder vers le haut. Vers le haut, vous allez voir un changement vraiment de lithologie. Donc la lithologie, c'est la nature des roches. Là, c'est du très mou, très rouge. Et à un moment, on va voir vers le haut, on a des roches beaucoup plus dures. Voilà. Là, on a cette couche ici. Là. Alors, cette couche ici, ça s'appelle le conglomérat de Claret, du village de Claret. Et c'est une couche, je vais vous la montrer ici, sur cette photo. On voit la même chose, on a ces couches rouges ici, et là on a le conglomérat de Claret. Cette couche-là de conglomérat, c'est pleine de gros galets. Si j'avance encore un bout, vous voyez là. Donc vous voyez des galets, donc des galets de rivière. Et on se rend compte qu'à cet endroit-là, en tout cas, pendant toute une période, on avait des plaines d'inondation avec des petits chenaux. Et puis tout d'un coup, on a des conglomérats partout, des galets partout. Alors pendant longtemps, les gens ont dit, bon, mais ça marque un événement tectonique, c'est la croissance des Pyrénées, parce que ça coïncide à peu près. C'est la croissance des Pyrénées à cette époque qui fait qu'on monte les reliefs, il y a beaucoup d'érosion, on balance plein de galets dans la plaine d'inondation, et ça fait ce conglomérat. Mais avec cette courbe de James Zakos, les gens ont dit mais ça correspond à peu près finalement à l'épisode du PETM. Donc on est allé mesurer sur le terrain et les gens ont calibré les isotopes et effectivement ils se sont rendus compte que ce conglomérat il intervient exactement au moment du changement climatique. Ce qui montre que le paysage fluviatile au moment du PETM, du Paléocène et Ocène thermal maximum, du maximum thermique du Paléocène, le paysage de rivière a complètement changé. Alors nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et en fait, je ne sais plus quelle est ma prochaine... voilà. Là, vous avez une vue de l'ensemble. Vous voyez la couche rouge ici. Et puis ça, c'est le début. Cette couche-là, vous voyez la couche blanche ici, qui ressort. Ça, c'est le PETM, où on a du conglomérat partout. Alors, ça, c'est un dessin de la photo. Tous les points ici, c'est des points de mesure où on va sur le terrain avec les étudiants et on mesure. En fait, ce qu'on mesure, c'est les galets. Avec l'hypothèse, et on a un certain nombre d'équations, on mesure l'axe. En général, on mesure l'axe le plus grand qu'on peut trouver. Il y a plein de statistiques derrière ça, parce qu'un galet, il est là dans cette forme, mais peut-être qu'il est plus grand dans notre dimension. Mais bon, en théorie, il faut mesurer 400 galets par station de travail. Donc on mesure 400 galets, donc on a des cadres comme ça, à chaque endroit avec une grille, pour avoir 100 points d'intersection. Et à chaque point d'intersection, on regarde le galet, on mesure sa taille. Et de cette manière, on essaie de comprendre comment la taille des galets a évolué au cours du temps. Donc ça, c'est une première donnée. L'hypothèse, c'est que plus les galets sont gros, plus la puissance de l'écoulement est importante, puisque pour transporter une certaine taille de galets, on a des rivières plus puissantes. Et il y a tout un tas d'équations derrière. Et l'autre chose qu'on regarde, j'ai malheureusement pas quelque chose de génial pour vous le montrer, mais l'autre chose qu'on regarde, c'est à l'échelle de l'affleurement, la taille des chenaux. Donc on peut regarder la profondeur et la largeur
de nos chenaux. On peut aussi remonter à la profondeur d'eau par d'autres systèmes. Mais ce que je vous montre ici, je vais passer en fait... ça c'est la hauteur stratigraphique, mes diagrammes ne sont pas super parlants. Ça c'est toutes nos mesures, avec tout ce qui est avant le PETM et pendant le PETM. Alors ici on voit que la taille des galets a légèrement diminué. Mais ce qui s'est passé, c'est essentiellement que les chenaux se sont largement élargis, beaucoup élargis, pardon, et beaucoup approfondis. Alors ça, je vous le montre sur ce diagramme final qui concatène l'ensemble des données. Vous avez ici tous les chenaux, donc le canal des rivières, avant le PETM. C'est la somme sur toute la période avant le conglomérat de Claret. Et puis ici, tous les chenaux qu'on a pu mesurer, leur profondeur et leur largeur au moment du PETM. Donc on voit qu'on a un élargissement très fort de la taille moyenne des chenaux au moment du PETM. Sur la profondeur, vous ne le voyez pas beaucoup parce que c'est une échelle logarithmique, mais on a aussi un décalage sur la profondeur d'eau qui devient aussi plus grande au moment du PETM. Alors, si on regarde à quoi ça correspond finalement, à qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on peut remonter au débit d'eau dans ces chenaux. Donc, le débit représentatif avant le réchauffement, il se calcule, c'est des moyennes sur l'ensemble des chenaux qu'on mesure, à 31 mètres cubes par seconde, ce qui est vraiment très peu. On avait vraiment au Paléocène un climat quand même assez chaud, avec des chenaux assez éphémères dans une plaine d'inondation et des sortes de petits... c'est pas des rigoles, mais 31 mètres cubes par seconde, c'est pas énorme. Pendant le réchauffement du PETM, on passe à 253 avec une grande barre d'erreur, hein, plus ou moins 102 mètres cubes par seconde. Donc on a une augmentation du débit en moyenne d'un facteur 8. Donc ça, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a ce réchauffement du PETM, il a lieu entre 5 et 10 000 ans, 5-20 000 ans. Et donc on considère, c'est pas un analogue au début on disait que c'est un analogue du réchauffement actuel. C'est pas un analogue du réchauffement actuel parce qu'il est beaucoup plus lent, le PETM, que le réchauffement actuel. Le réchauffement actuel est beaucoup plus rapide. On est à l'époque 5 à 8 degrés en 20 000 ans. Ok. Là, on est à je ne sais pas combien de degrés en je ne sais pas combien d'années, mais le réchauffement actuel va beaucoup plus vite que cet événement-là. Donc, ce n'est pas un analogue. Mais quand même, ça nous raconte l'histoire d'une transformation des paysages, une transformation de la planète lors d'un épisode de réchauffement climatique. Et ce qu'on voit en particulier du côté des rivières, c'est cette augmentation d'un facteur 8 pour 5 à 8 degrés de réchauffement climatique, une augmentation d'un facteur 8 du débit dans les rivières. Ce qu'il faut bien comprendre, qui est pas forcément évident à conceptualiser, c'est que les chenaux qu'on enregistre dans les roches sédimentaires, c'est ceux qui sont sculptés lors des événements de crue. C'est pas l'eau qui passe tous les jours, parce que si vous regardez beaucoup de rivières, quand l'eau passe tous les jours, les galets bougent pas. Ok ? Les galets ils bougent et la rivière elle se forme, elle acquiert sa forme, sa largeur représentative, sa hauteur représentative lors de ce qu'on appelle des événements formatifs. Donc c'est les crues. Et les crues en général elles se ressemblent, sauf dans un climat qui change. Et là à cette époque-là, on pense que les crues, les événements extrêmes ont énormément changé. Et ça c'est donc ce débit représentatif lors des crues. Et finalement, c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est des événements extrêmes qui nous intéressent quand même. Ici, j'ai mis un point sur Clausius-Clapeyron. Peut-être que vous connaissez cette relation qui décrit la quantité d'humidité que peut contenir l'atmosphère pour chaque degré supplémentaire de température. C'est clair que dans une salle de bain où quelqu'un vient de prendre une douche, vous avez l'impression que c'est très humide. Effectivement, il y a de l'eau, mais quand il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité qui peut rester dans l'air. Un climat humide, il y a des climats chauds et secs, mais on dit souvent que les pôles, c'est aride, ce sont des déserts, parce que l'air est très sec, très froid. Donc quand l'air est froid, il ne peut pas retenir l'humidité. Et si on
souvent on regarde les précipitations et la température ensemble, puisque avec 1 degré supplémentaire de température atmosphérique, on peut retenir une certaine quantité supplémentaire d'humidité, et les précipitations vont être à l'échelle de cette humidité qui est retenue. Donc si on augmente de 5 à 8 degrés, on devrait avoir un facteur 1,4 pour les précipitations. Or, si vous faites Clausius-Clapeyron, je crois que c'est 7% d'humidité en plus pour chaque degré supplémentaire. Donc vous faites 7% 5 fois, ça vous fait un facteur 1,4 pour 5 degrés de réchauffement. Or nous, on observe dans les crues 8,1, ce qui suggère que les crues augmentent de façon très non linéaire par rapport à l'augmentation de température. 1 degré en plus, c'est pas parce que ça va faire 7% de plus de l'atmosphère, de capacité supplémentaire dans l'atmosphère pour retenir de l'humidité, qu'on n'aura que 7% d'augmentation de l'intensité des crues. 7%, ce serait pas beaucoup. En fait, on peut penser que ça va être beaucoup plus. C'est-à-dire que les crues vont être beaucoup modifiées par l'augmentation de la température. Alors voilà, là je bouclais un petit peu sur le réchauffement climatique. Ça, c'est 2 courbes que vous connaissez où on voit la moyenne. Moi, j'aime bien utiliser ça avec les étudiants pour montrer qu'il ne faut pas regarder les choses à l'échelle d'une année. Souvent, quelqu'un vous dit, mais cette année, il a fait bien frais quand même. Mais si vous regardez les années, effectivement, en plus à l'échelle globale, il y a des variations. Donc l'année 2000 peut être plus froide que l'année d'avant. Ce qui est important, c'est les tendances. Ça, c'est la température de l'océan et ça, c'est la température de l'atmosphère. On voit aussi une divergence des courbes qui montre quand même ce déséquilibre très fort. Et puis, je trouve important d'avoir la notion de moyenne. C'est là que les statistiques, par exemple, c'est pas forcément la discipline que préfèrent les gens, mais comprendre moyenne, extrême, intervalle de confiance, médiane, tout ça, c'est des concepts qui finalement sont extrêmement importants pour comprendre le monde. Et puis là, ben voilà, on a des images, ça c'était lors de la présentation de thèse d'une de mes doctorantes, Rossi au HMS, qui a montré ces images, donc la rivière Guadeloupe, avec des crues, où là vous voyez, le chenal s'est complètement élargi lors de cette crue. Donc une rivière, elle va plutôt s'élargir que creuser, sinon on aurait des canyons partout. Donc, et la plupart des populations se sont quand même organisées autour des rivières puisque ça amène de l'eau propre et on peut y mettre des saletés et ça les envoie plus bas. Donc les rivières, ça a vraiment été fondamental. Donc toutes les populations, bien sûr, pourraient souffrir énormément. On voit là-bas des bâtiments, hein, de cet élargissement des rivières. Donc c'est rivière Guadeloupe au Texas. Et puis plus proche de nous, le glissement de terrain de Blatten. Alors là, très difficile de faire un lien avec le changement climatique, mais j'ai pas mis la référence, mais il y a quand même de nombreux articles, et je me souviens d'un de ces articles de scientifiques de l'ETH Zurich ou du VSL, qui montrait très bien la relation entre glissement de terrain et pluie. Un glissement de terrain, c'est souvent un endroit, une zone de roche très instable, très massive. Elle est instable parce qu'elle est fracturée. Et si vous imaginez des fractures, comme des sortes de V, comme ça, mais beaucoup plus petits, hein, quand il pleut doucement, l'eau se met à l'intérieur et puis elle sort. Okay, mais s'il pleut vite, l'eau monte plus vite, comme dans une baignoire où l'évacuation est pas assez rapide par rapport au débit qui rentre. Et si vous faites ça, si vous faites monter l'eau très vite dans pleine fracture, vous chargez le poids de l'eau tout simplement. Et ça, c'est clairement un facteur de déclenchement de nombreux glissements de terrain. Et au PETM, on se pose beaucoup la question, mais on a beaucoup de sédiments qui arrivent pour faire ces couches rempli de gravier. Donc il y a probablement aussi une relation entre événements de précipitation extrême et événements d'érosion extrême. Voilà, peut-être le dernier diagramme que je peux vous montrer, mais qui est vraiment très, très intuitif, mais c'est cette notion de machine thermique. Avec plus de température sur la planète, vous avez une machine thermique plus énergétique. S'il fait froid, tout le monde est figé, rien ne bouge.
le système hydrologique est beaucoup plus calme quand il fait froid. En hiver, les rivières sont bas niveau. D'accord, l'eau tombe sous forme de neige, les glaciers ils avancent tout doucement. Quand il fait chaud, par contre, cette machine thermique, il y a beaucoup plus d'énergie. Et donc c'est ce cycle de l'eau qui est beaucoup plus intense pour la planète en général. Donc on a un cycle hydrologique qui s'emballe et on ne sait pas très bien, je reviens sur cette notion de sensibilité de la planète, on ne sait pas très bien comment le paysage, les rivières vont réagir à cette augmentation de la température. La sensibilité, c'est vraiment cette notion où, moi je pense souvent à, si le matin vous êtes de bonne humeur ou pas de bonne humeur, le même événement ou la même phrase de votre partenaire ou de votre enfant n'aura pas le même effet sur vous selon que vous avez bien dormi ou pas bien dormi. La planète, quand elle est très chaude, est-ce qu'elle a la même sensibilité à une augmentation d'1 degré que quand elle est froide? Quand elle passe de 14 à 15, c'est pas forcément la même chose que quand elle passe de 22 à 23. Elle peut être plus réactive. Donc voilà, je crois que j'ai fini. J'ai d'autres slides, mais pas beaucoup plus sur le PETM. Merci. Le PETM, c'est ce qui est le plus chaud jamais, qu'on n'a jamais enregistré. Je crois que c'est le moment le plus chaud, mais je pense que dans les périodes précédentes, oui, exactement. Non, et puis même l'extinction la plus importante, je crois que c'était au Permien. Et je me demande si c'était pas encore plus chaud. Mais il y a des débats et je ne sais pas si on a les mêmes mesures. Qu'est-ce qui explique que ça atteint cette chaleur et que ça retombe doucement Alors le climate recovery, la récupération du climat après le PETM, on en parle énormément actuellement, on essaie de comprendre. Mais là, on a bien vu que c'était juste une aberration et puis ça continue. Oui, alors ça... Alors, j'ai pas parlé des causes du PETM, elles sont extrêmement intéressantes et extrêmement débattues. Qu'est-ce qui a fait cet événement? C'est vrai qu'on a parlé de cet événement sans parler des causes. Alors, les volcans, on n'a pas de traces on pense que les volcans tout seuls n'ont pas pu faire ça. Il y a eu d'autres hypothèses. Il y a une des hypothèses qu'on discutait dans les années 2005. C'est l'hypothèse des hydrates de méthane. Vous avez certainement vu dans le pergélisol des gens qui jouent avec une sorte de cailloux, de glaçons blancs qui ressemblent un petit peu à de la naphtaline ou quelque chose comme ça et qui brûlent à l'air libre. Donc c'est du méthane sous forme de cristal. Car il est sous forme de cristal à des températures faibles. Et en fait, on sait qu'il y a il y a des grandes quantités de ces hydrates de méthane qui sont piégés dans les fonds marins, dans la couche meuble des sédiments, parce que c'est la décomposition de la matière organique qui fait du méthane, mais à ces profondeurs d'eau et à ces températures, il est sous forme d'hydrate. Alors, si vous avez un événement qui fait que, par exemple, le niveau marin baisse, pour une raison X ou Y, fermeture d'un passage continental, le niveau baisse, la pression tout d'un coup baisse et ces hydrates de méthane peuvent être déstabilisés. Donc c'était l'hypothèse, c'est une des hypothèses qui a pas mal d'évidences qui vont... Absolument, donc c'est le même effet que le thermafrost, c'est-à-dire que tout d'un coup on a plein de méthane qui aurait dégazé. Vous connaissez le triangle des Bermudes? C'est un endroit où certains bateaux et certains avions disparaissent. Mais c'est certainement des relargages de ce méthane, ça fait bubbling. On a un océan qui fait du bubble tout d'un coup, une sorte de jacuzzi local, pas qu'il est chaud, mais avec plein de bulles. Et ça diminue la flottabilité des bateaux, parce qu'on est au-dessus d'une zone où il y a beaucoup de ces hydrates de méthane. Alors, le méthane, c'est CH4. Lui, d'abord, il a un effet de serre très puissant. Donc s'il atteint l'atmosphère, il joue un effet de serre très puissant. Mais ensuite, il s'oxyde, justement sous forme de CO2. Il se combine, il n'est pas stable. Au contraire du CO2, qui est très stable, ça Jean-Marc Jancovici le dit tout le temps, et à juste titre, le CH4, lui, il s'oxyde. Alors il s'oxyde en partie quand il remonte dans la colonne d'eau, au contact de l'eau.
mais aussi au contact de l'atmosphère. Peu importe, ça c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est quand même vraiment très... alors, je crois qu'il y a 11 ou 12 hypothèses pour le PETM, mais la deuxième hypothèse, qui a l'air d'avoir de bonnes indications, et qui est vraiment intéressante, c'est que au Paléocène et Ocène, on a en mer du Nord, sur les bords du rift atlantique nord, on a un épisode volcanique intense. Et ce n'est pas le volcanisme en soi qui a probablement modifié la composition atmosphérique la composition en CO2 de l'atmosphère, c'est que les laves, les magmas qui sont venus intruder la croûte à cette époque, sont venus intruder des réservoirs de pétrole. Vous savez qu'en mer du Nord, toute la marge de la mer du Nord est extrêmement riche en pétrole. C'est tout le pétrole norvégien, tout le pétrole anglais de la mer du Nord. Le Brent, par exemple, quand vous entendez parler du baril de Brent, le Brent, c'est un pétrole qu'on trouve en mer du Nord dans certaines couches géologiques. Eh bien, si vous amenez du magma dans un réservoir pétrolier, en fait, vous brûlez d'un coup tout le pétrole. Donc c'est vraiment, de ce point de vue, c'est très analogue à la consommation de pétrole par l'être humain. C'est que tout d'un coup, du magma est arrivé en quantité. En plus, il arrive par-dessous et selon les couches géologiques, il arrive que le magma il monte et puis ensuite il se distribue latéralement sous forme de silts. On appelle ça des silts. Et là, il va brûler tout le pétrole qu'il trouve, et tout ce qu'il trouve d'ailleurs. Mais... S'il n'y a pas d'oxygène, il y a un brûler. Ah oui, alors il y a des fractures. Tout part dans le... Ouais, quand le magma arrive, ouais, ça brûle absolument tout. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est... et ça, c'est assez bien, parce qu'on a pu dater des zircons, donc un tout petit minéral, dont ici on a un grand spécialiste, Urs Schaltegger. Le zircon, c'est un tout petit minéral qu'on peut dater à très très haute précision. À l'aide de spectromètres très spéciaux qu'on a ici, par exemple, le TIMS, qu'on utilise encore, on peut dater certains de ces zircons à vraiment une précision, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est à la dizaines, centaines de milliers d'années. Et là, on a vu qu'on avait ces épisodes volcaniques qui étaient à 56 et des poussières millions d'années. Donc on a une bonne... là, c'est un bon faisceau d'hypothèses. Est-ce qu'on a retrouvé des preuves géologiques similaires à ce que vous avez vu, ça vous étiez en France, je crois, sur d'autres continents? Du PETM? Ouais, oui. Alors le PETM, les premiers qui l'ont découvert, c'est Kenneth et Stott en 1900, je crois, je me demande si c'est pas en 1900... Je vais dire une bêtise, mais dans les années 90, ils ont trouvé une excursion dans le carbone, dans l'oxygène, pardon, au moment de l'extinction des foraminifères. Là, ils ont dit, tiens, il se passe quelque chose de spécial dans l'océan à cette époque. Et ça, c'est dans un trou, les campagnes ODP, Ocean Drilling Program, c'est ces vaisseaux français, japonais, qui se sont baladés partout sur la planète et qui ont fait des carottes dans les environnements profonds. Et ça, ils l'ont trouvé dans l'océan Atlantique, je crois, mais de nouveau, je ne veux pas dire de bêtises, il y a déjà un moment. Ensuite, un chercheur américain, de nouveau, le nom m'échappe juste sur le coup, eux, ils ont étudié des dents de mammifères au Wyoming, au moment du passage Paléocène et Ocène. Et là, ils se sont rendus compte que dans les dents de ces mammifères, il y avait cette même signature isotopique. Ça c'est ce qui a montré qu'on ne parlait pas d'un événement qui était uniquement océanique, mais d'un événement qui était océanique et atmosphérique et global. Et maintenant, on le retrouve partout, dans les Pyrénées. Ici, dans les Alpes, vous avez le PETM, donc c'est vraiment un événement global. Et alors, mais non, on a un impact sur les espèces, mais je ne suis pas assez... Alors, il y a des foraminifères qui ont disparu. Au niveau de la végétation, je ne me souviens plus exactement, mais au niveau de la végétation, il y a des changements. Mais ça, j'ai pas assez la littérature là-dessus. Alors c'est connecté, je pense qu'il y avait déjà des primates, mais vous savez, dans l'évolution de la vie, on a ce qu'on appelle souvent des apparitions, c'est souvent aussi des radiations. Radiation,
C'est le contraire d'extinction. Radiation, c'est quand l'espèce se développe. Mais apparition, c'est un grand débat, mais il y a une forme de continuum. Donc je pense qu'il y avait soit des primates, soit des proto-primates, soit des zéo-proto-primates qui devaient déjà exister. Mais certainement un développement. Voilà. Merci. Question. Juste, je repense, vous disiez, vous parlez de la stabilité des carbones, et sur cet épisode de PETM qui lui était plutôt sur 15 000 ou 20 000 ans. Finalement, c'est assez rapide comme baisse du carbone. Alors le retour, il s'est fait entre 100 et 200 000 ans. Ah, c'était 100 à 200 000. Ouais, la récupération, 100 à 200 000. Donc l'événement lui-même est rapide. Alors on a du mal à vraiment, j'ai pas non plus la dernière littérature en date, mais on était entre 5 et 10 000 ans. Donc pendant 5 à 10 000 ans, on a un épisode qui injecte du carbone, du CO2 dans l'atmosphère. Et ensuite cet épisode doit certainement s'arrêter. C'est-à-dire que l'injection s'arrête puisqu'on atteint un pic et on voit que ça continue pas plus longtemps. Et puis là, on a des températures élevées et une récupération pendant 100 c'est un minimum. 100 à 200 000 ans, on va dire 150 000 ans. Donc finalement, ça nous donne aussi une échelle de temps pour la récupération, disons, du système de façon naturelle. Parce que 5 à 8 degrés, c'est pas tant que ça finit. Enfin, c'est énorme pour la planète. C'est énorme. Oui. Ben, c'est ça, je me souviens jamais des chiffres, mais on est à 3 à 4 sur 100 ans. Donc la récupération naturelle du système a pris du temps à cette époque. De nouveau, ça c'est un... Moi je dis toujours, ça c'est un narratif, c'est une histoire. La société doit connaître ces histoires. Comme la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qui s'est passé. Ça ne signifie pas qu'on peut prédire ce qui va se passer. Par contre, si on part du principe que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ben voilà ce que l'injection de CO2 dans l'atmosphère à l'époque a fait. Réchauffement, une perturbation des précipitations, perturbation des événements extrêmes, changement dans le biota, dans la flore. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une histoire partielle, mais avec les yeux du géologue. Oui, et du coup, je me posais la question de la transition entre l'Éocène et la période d'après. À l'Oligocène ? Oui, il y avait quand même aussi eu un événement un peu subit, oui. soudain. Oui. Qu'est-ce qui l'a généré et dans quelle mesure est-ce qu'il a été plus ou moins, je dirais, brutal en termes de conséquences sur la planète? Alors, celui-ci, hein, on le voit. Où est-ce qu'on le voyait bien? Ah bon, on le voit bien ici. Celui-ci là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Alors celui-là, il a eu beaucoup d'effets sur la planète en termes d'espèces. De nouveau, je ne suis pas paléontologue, mais clairement, quand on a un changement d'époque, c'est que beaucoup de choses changent sur la planète. Et le biota, la faune, la flore, le climat, tout ça, ça va ensemble. Par contre, la cause de ça, c'est les glaciations antarctiques. Et les glaciations antarctiques, elles sont... Alors, il y a des... C'est progressif. Hein. Ici, on commence déjà... En fait, les variations ici s'accélèrent. On commence déjà à avoir le prélude de ces glaciations. Mais ça, l'hypothèse à laquelle moi, j'en étais resté... donc de nouveau, ça c'est pas non plus ma spécialité, mais c'est la mise en place d'un continent à l'Antarctique. Donc sur le pôle sud, tant qu'on n'a pas de continent, toute glace qui se forme sur l'océan n'a pas d'effet sur le niveau marin. Puisque si vous mettez un glaçon dans le verre, qu'il fonde ou qu'il n'y soit pas, le niveau reste le même, puisque le glaçon est en équilibre avec le niveau. Par contre, si vous piégez la glace sur un continent, là, c'est autant d'eau que vous n'avez pas dans l'océan. Et donc à cette époque, on pense que l'arrivée de ce continent antarctique qui s'est détaché de l'Afrique, il y a ce détachement du continent antarctique qui va migrer vers le pôle sud, et en même temps on a l'Inde qui est partie vers le pôle nord. Ça c'est la même, qui est partie vers l'Asie. C'est dans la même dynamique. Au moment où l'Inde, à cette époque-là, monte, on a l'Antarctique qui va vers le sud. Donc on a l'Inde qui rentre en collision avec l'Eurasie, et on a l'Antarctique qui se déplace vers le pôle sud. Et
un continent, et on peut imaginer, hein, il passe les latitudes, et il y a suffisamment de masse continentale au sud pour piéger beaucoup de glace. Et ça va avoir un effet sur le climat important. Mais là, c'est une dynamique climatique extrêmement complexe. Mais depuis là, on a toujours des glaces au pôle sud. Le continent y est, il est stable. La cause des glaciations au pôle nord, je ne connais pas assez bien. Parce que là, il n'y a pas de continent au pôle nord, c'est vraiment de la glace. Il y a un certain nombre d'endroits, il doit y avoir quand même je pense qu'il y a quand même un certain nombre de terres, mais il faudrait que je vérifie. C'est pas qu'une calotte glaciaire, en tout cas, il y a Groenland, il y a de la terre. Oui, ok. Ouais. Oui, il y a deux îles Nancy, c'est l'Antarctique et le Groenland. Ouais. Et ça semble fortement être un point de bascule. Ça pourrait être ces fameux points de bascule. Ça pourrait être un point de bascule. Qui pourrait un peu nous inspirer si on fait fondre la glace sur l'Antarctique. Voilà. Là, ça remonte sec après, là. Oui, alors là, c'est la fonte des glaces antarctiques. Vous savez, mais ça c'est de nouveau... ici, on voit qu'on a une période antarctique full, et puis ici, moins... donc on a des glaces côté antarctique, mais moins. Ouais, c'est moins violent. Ah, ici, on le voit moins bien sur cette courbe, elle est plus... Mais là, on a aussi d'autres effets, hein. En tout cas, le captage du CO2, ici, va décliner. Il faut voir aussi qu'une terre froide a plus de mal à faire cette altération, parce que l'altération des roches et des minéraux, elle dépend de température et humidité. Donc dans un climat chaud, on a une altération qui peut fonctionner mieux, un piégeage du carbone qui peut fonctionner mieux par l'altération que dans une terre froide. Donc ça, c'est la dynamique extrêmement complexe du système climat. Les plantes aussi qui Les plantes aussi. beaucoup de carbone. Les plantes aussi, alors elles stockent du carbone, mais pour qu'elles stockent du carbone, les plantes, il faut que la biomasse augmente. Et puis sinon, il faut qu'on ne les brûle pas ou les seule. Quand une plante pourrit à l'air libre, c'est comme si elle brûlait. Donc son CO2 retourne dans l'atmosphère. Mais elle forme de la terre quand même, non? Alors si elle forme de la terre, ça marche bien. Si elle forme un humus qui est préservé et qui s'accumule, ça fait un piège. Si les feuilles partent à l'océan et sont piégées dans des lacs ou dans les océans profonds, ça piège du carbone. Mais si la végétation simplement s'oxyde à l'air libre, ça marche pas. Quand elle est dans l'eau, ça marche. Mais vous savez, les piliers, toutes ces maisons sur pilotis, ou les navires, en fait, ils sont bien intacts parce qu'ils sont dans l'eau, ils ne sont pas à l'air libre, et du coup, ils s'oxydent pas. Sur cette échelle de temps, est-ce qu'il y a des phénomènes aussi, c'est une dimension complètement hors sujet, mais spatiaux, genre, je ne sais pas si le rayonnement solaire joue sur des... Alors ça, je ne sais pas, mais il y a une hypothèse, une des 12 hypothèses pour le PTM, c'est une météorite. Ah oui, bah oui. Ouais. Il y a cette hypothèse parce qu'il y a dans certains endroits aux États-Unis, on a retrouvé des sortes de petites sphérules, une sorte de verre, comme il y en a quand on a des impacts météoriques. Je sais, franchement, je n'ai pas suffisamment lu la littérature pour dire ce que ça vaut, cette hypothèse. Mais au niveau d'autres événements, c'est extrêmement dur à avoir l'enregistrement de ça. S'il y a des variations des vents solaires ou des variations de l'activité des taches solaires ou ce genre de choses. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas connaissance moi de proxy qui vous l'indique. Est-ce qu'il y a un documentaire sur les PTM Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait. Qui vaut la peine. Ça devient un peu la mode, hein, c'est ça? C'est quand même, on a fait 1 heure ou 1 heure et demie, je sais pas, et on pourrait faire 2 heures de plus. Ça ne m'étonnerait pas si vous regardez PTM et que vous trouvez James Zachos, Z-A-C-H-O-S, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un documentaire. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé là-dessus, il y a des gens partout qui travaillent là-dessus. Mais il y a d'autres événements, hein. Il y a le Middle Eocene Climatic Optimum, des événements extrêmes, ce type d'aberration. Il y en a. Pas mal, ouais.
L'extinction du Permien intéresse beaucoup les gens à Genève aussi, parce que là, on a vraiment une extinction extrêmement forte des espèces qui vivent à cette époque. C'était quelle époque ça? Le Permien, j'ai jamais suffisamment bien les âges en tête, mais le Permo-Trias, je me demande si c'est pas autour de 210, 230 millions d'années. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cette super conférence.